Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Christophe Deloire, quand on lit Circus Politicus, on a l'impression qu'ils font semblant tous. Ils jouent un rôle qu'en réalité ils n'ont plus. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de prendre la décision de lutter, de s'opposer au marché. Il est clair que dans les extraits qu'on vient de voir, ils font semblant. Parce que, par exemple, la régulation bancaire, que chacun nous vend, ou nous a vendu dans les différents discours de Toulon, ça dépend plus du pouvoir national. Ça dépend du comité de Bâle. Qu'est-ce que le comité de Bâle? C'est un comité de gouverneurs de banques centrales de différents pays du monde, indépendants de leur propre gouvernement, indépendants donc non élus, qui statuent entre eux et généralement en consultant des banquiers sur la régulation bancaire. Les banquiers sont les plus grands spécialistes et comme il n'y a pas de spécialistes parmi les clients, c'est les banquiers. Ce comité rédige des textes qui ensuite sont le cas échéant évoqués au G20, puis repris, adoptés à Bruxelles par les différentes institutions, on y reviendra. Et puis, à la fin des fins, on statue au Parlement national, au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et à ce moment-là, au fond, on adopte le texte qui a été prévu au début. Nous sommes allés, mon co-auteur et moi, Christophe Dubois, demander au gouverneur de la Banque de France, qui est l'un des membres du comité de Bâle, s'il y avait une grande différence entre le texte à l'origine et le texte à la sortie. Il a eu l'honnêteté de nous répondre qu'il n'y en avait aucun. Bref, le pouvoir, il est ailleurs. C'est le cas sur la régulation bancaire, c'est le cas, on a parlé des agences de notation, mais il y a d'autres pouvoirs qui sont très surprenants. Je vous en cite un qui a un énorme pouvoir sur l'économie. C'est l'institution qui statue sur les règles comptables. Ça a une énorme influence parce que, en fonction de est-ce qu'on prévoit des règles comptables qui favorisent le court terme ou le long terme, ça change radicalement l'économie. Il y a une institution qui est en fait une association d'un groupe d'experts privés basé à Londres qui s'appelle l'IASB. C'est 15 experts privés dont le vice-président est américain mais qui statue pour l'ensemble du monde sauf les États-Unis. D'ailleurs, l'association est basée dans l'État du Delaware aux États-Unis et qui fait des textes qui ont été repris ensuite par la Commission européenne, qui les a proposés, qui ont été adoptés et qui aujourd'hui régissent le fonctionnement de nos entreprises. L'un des problèmes démocratiques majeurs, c'est l'absence de lucidité. C'est les politiques, c'est aussi les journalistes, Franz. Parce que on ne parle jamais de la vie politique européenne. On ne connaît, le problème, c'est pas la France qui serait fabuleusement démocratique, pas du tout, contre l'Europe qui serait pas. Le problème, c'est l'architecture du pouvoir. Et on est en période présidentielle, on est tous focalisés, enfin, les gens, les journalistes, les politiques, sur ce qui se passe à Paris, comme si tout était là. Or, c'est plus comme ça que ça se passe. Et les seules fois où on parle d'Europe, c'est quand on a le président de la République, qui pour le coup a du pouvoir, la réponse à la question posée par l'émission, évidemment, il y a toujours du pouvoir à l'Élysée, et c'est le seul endroit où il y en a en France, il y en a plus du tout au Parlement. Mais les seules fois où on parle d'Europe... mais il faut qu'ils se mettent à plusieurs pour véritablement l'exercer. Il faut qu'ils se mettent avec Angela Merkel ou avec les pays européens. C'est ce que vous dites en tout cas. L'un des problèmes démocratiques majeurs, c'est les conditions dans lesquelles est exercé ce pouvoir. Parce qu'hier, dans l'interview de Sarkozy et Merkel, on a eu droit à un conte pour enfants. C'était le summum de la démocratie. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. On sait de leur discussion ce que tous veulent bien nous en dire. Alors là, ils étaient deux face à la même caméra, donc c'était la même version. Mais quand ils sortent des conseils européens, il y a 27 chefs d'État et de gouvernement, il y a 27 versions. Nous, on a la version de notre président. Aujourd'hui Sarkozy, éventuellement demain un autre. Dans le cadre de notre enquête, on a récupéré des documents qui sont les comptes rendus des conseils européens, qui nous permettent d'avoir le verbatim des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement. Merkel dit que, Sarkozy dit que, le roumain, etc. Ça se passe pas du tout comme dans les conférences de presse à la sortie. Corrigé quand même, Christophe. Corrigé. Toujours relu, corrigé, c'est pas le vrai. C'est des diplomates qui font, il y a des intermédiaires, parce qu'il n'y a dans la salle que les chefs d'État et de gouvernement plus une personne qui dicte en anglais à des diplomates. Il n'y a pas les insultes, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans ces verbatims, on reconstitue, on voit. Et on se rend compte, par exemple, là, Sarkozy, il y a quelques jours, a raconté partout, a posé en grand démocrate, en disant « j'ai refusé qu'en gros la Grèce soit sous protectorat, j'ai sauvé la démocratie européenne ». On s'aperçoit en regardant les conseils européens qu'il y a eu des grandes discussions où Merkel et Sarkozy ont eu droit à des leçons de démocratie de la part des présidents roumains, bulgares, y compris du bulgare qui est un ancien garde du corps de Živkov, le leader communiste, qui leur disent, parce que Sarkozy et Merkel voulaient pouvoir sanctionner en suspendant les droits de vote au Conseil, suspension des droits de vote sur tous les sujets, les pays qui auraient enfreint les règles budgétaires comme s'ils avaient porté atteinte aux droits de l'homme.
À la sortie, on n'a pas eu droit à ça. Il y a manifestement une volonté de certaines élites européennes de mettre en place un système où l'électeur a de moins en moins sa place. Avec Christophe Dubois, on allait enquêter dans ces cercles discrets où les patrons de multinationales, les grands banquiers invitent les politiques, et notamment les politiques européens, notamment les commissaires, ou les anciens commissaires qui dirigent maintenant l'OMC, etc. Et de quoi vous parlez de... Je parle de clubs très discrets, des clubs qui ont fait un peu fantasmer les complotistes, mais où une enquête extrêmement intéressante qui est, par exemple, la conférence Bilderberg et la commission trilatérale. Je vous cite un exemple. La commission trilatérale, dans lesquelles un certain nombre, tous les anciens commissaires à la concurrence, par exemple, qui sont les commissaires les plus puissants, parce que eux appliquent les traités, il n'y a même pas de discussion sur ces questions-là, se cooptent à la commission trilatérale, on les retrouve au Bilderberg, et on les retrouve pour un grand nombre d'entre eux chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, très contestée, comme on sait. Et on les retrouve, mais on les retrouve aussi au pouvoir, puisque... Et on les retrouve au pouvoir, puisque les deux chefs d'État récemment nommés en Italie et en Grèce, sans élection directe, c'est-à-dire les parlements évidemment se sont exprimés, mais les électeurs n'ont pas donné leur avis sur les changements de politique. On a dit qu'ils avaient travaillé à Goldman Sachs, mais ils ont aussi été... À la trilatérale. Oui, chez Goldman Sachs, comme aussi Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Mario Monti, d'abord un grand universitaire. Prenons Mario Monti, qui a pris le pouvoir en Italie. Oui. Voilà quelqu'un donc qui dirigeait jusqu'à sa nomination la section européenne d'une association. Quand on va regarder à l'intérieur ce qui s'y dit, on a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques, tueurs de traités. C'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. C'est formidable, cette nouvelle démocratie éloignée des contraintes électorales, mais peut-être ça se rapproche du despotisme éclairé. Alors un dernier mot de chacun avant qu'on change de sujet. François-Olivier Gisbert. C'est là que moi je ne peux pas être d'accord, en tout cas personnellement, avec mon ami. Je ne peux pas être d'accord du tout parce que l'explication est trop simple. On est vraiment dans la théorie du complot. Et finalement, ce sont ces gens-là qui manipulent, etc., qui s'installent et qui font de la politique. La présentation laisse à penser que c'est du complot. Tu es complètement dans la théorie du complot et c'est le problème de ta démonstration. Parce qu'en fait, tu sais très bien, si les marchés ont pris le pouvoir, et c'est une horreur, et c'est affreux, parce que les marchés, ils n'ont que la goinfrerie pour son idéologie, ils veulent le plus possible, que ça rapporte le plus vite possible. Et si les marchés ont pris le pouvoir, c'est parce que ces pays-là n'ont pas été gérés, n'ont pas été gouvernés. Je pense que c'est ça le vrai sujet aussi, c'est-à-dire que Mario Monti n'est pas arrivé au pouvoir en Italie à la suite d'un complot. Il est arrivé en Italie parce que Berlusconi a très mal géré le pays et que c'était une catastrophe financière générale et à un moment donné, on a pris un type parce que justement, c'est une figure universitaire forte et il rassurait. Voilà. Et moi, pour revenir à ce que disait Jacques Sapir à propos... Sur cette accusation qui est grave. Mais c'est faux, mais c'est... Mais non, il faut jamais... Un dernier mot de Noir. Est-ce que l'Italie était bien gérée? Est-ce que la Grèce était bien gérée? Elle n'a pas été mal gérée, elle a fait un excédent primaire. Nous sommes incapables d'en dégager un. C'est quoi un excédent primaire? Un excédent primaire, c'est l'excédent... L'endettement dépasse les 100% du PIB. C'est l'excédent budgétaire dégagé sur les comptes de fonctionnement, moins évidemment le poids de la dette. C'est l'économie de bisounours, là. Franchement, Christophe Deloire, Christophe Deloire. Il ne faut pas longtemps, il suffit d'aller à Bruxelles 5 minutes, d'aller voir dans le quartier européen les lobbyistes qui savent très bien dire quel commissaire, à quel moment, c'était le cas de McCreevy, de gens qui ont travaillé dans les banques d'affaires américaines, qui étaient parfaitement influencés. Et le lobbyiste, quand ils en parlent aujourd'hui, ils en ont des larmes d'émotion tellement c'était facile pour eux. Franchement, France, accuser, ça c'est une défense du système. Continuons à France. Moi je pense que l'accusation de complotisme, qui est grave, c'est la défense du système qui est obnubilée
par l'idée que tout se passe à Paris. Continuons, les journalistes politiques. Il faut changer le système. Il faut changer le système. C'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder et la théorie du complot ne résout rien. Mais elle ne résout rien. Il faut regarder le pouvoir. C'est des fables qui font vendre et qui sont toujours intéressantes, qui amusent les lecteurs. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut la rupture. On s'arrête là. Dernier tour. La réalité des 3 ou 4 dernières années dans la crise, c'est pas du tout l'affaire des commissaires européens, dont en réalité pas grand monde n'a affaire. La réalité, c'est qu'il y a une reprise du pouvoir par les chefs d'État et notamment par la France et l'Allemagne, et auquel vient de se joindre Monti. Donc c'est pas du tout, c'est l'histoire du passé, c'est l'histoire de regarder les commissaires se réunissant dans un complot généralisé pour essayer. Et si, il y a quand même un peu de complot. On fait dire des choses qui ne sont pas du tout dans le livre. Dans le livre, il le dit pas. Il est très bien le livre. Et si la démocratie, c'était ça, justement? C'est ce que vous appelez peut-être, si j'ai bien compris, la démocratie sans le démos, le pouvoir sans le peuple. Et si c'était ça? Cette espèce de pouvoir, de souveraineté comme ça, diluée, on ne sait pas qui gouverne exactement, il n'y a plus de figure dominante. D'une certaine manière, ce que je veux dire, mais en fait le titre du livre est un peu trompeur, parce que ce que je veux dire, c'est que ça serait une bonne chose de repenser ce qu'est la réalité de la démocratie en cessant de partir du mythe du peuple souverain. Parce que de fait, il n'a jamais été au sens où il n'a jamais gouverné, il n'a jamais fait la loi, etc. Et que donc il est de bonne politique, me semble-t-il, de partir de la description de la manière dont ça fonctionne effectivement. Et à ce moment-là, on tombe sur des questions comme celle de l'existence des experts, pas nécessairement des comploteurs, des experts, ceux qui ont le savoir, et qui considèrent par conséquent que lorsque le peuple s'en mêle, ça perturbe le bon fonctionnement de ce qu'il maîtrise. Bon, les lobbies, effectivement, c'est un mode de fonctionnement. Je pense qu'à une certaine manière, il serait meilleur pour la démocratie, entre guillemets, de reconnaître l'existence des lobbies plutôt que de se voiler la face et de continuer. Oui, comme aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre des lobbies. Oui, et qu'il y a des sujets qui sont très compliqués. Reconnaître l'existence, c'est être prêt à en faire. Je veux dire, ça serait d'être prêt pour en faire au lieu de continuer à jouer à un jeu qui est très artificiel.